Le premier point, le plus important pour nous, c'est la question de la sécurité. Nos forces de défense et de sécurité travaillent depuis plus d'un mois pour assurer la sécurité du territoire, pour assurer la sécurité des personnes, mais également pour assurer la sécurité des biens de ces personnes. Et vous avez dû apprendre ces 2 jours les victoires remportées par nos militaires sur le terrain face à des terroristes arrêtés avec un de nos partenaires, mais libérés depuis les événements du 26 juillet. Je pense que vous avez dû lire dans le journal d'aujourd'hui le nombre de ceux-là qui ont été libérés, armés et qui sont venus frapper nos populations. Là-dessus, il est très évident que le gouvernement et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie travaillent à assurer, comme je l'ai dit, la sécurité du territoire. C'est une tradition pour l'armée nigérienne. Tous ceux qui connaissent le Niger savent que depuis toujours, nous avons réussi à conserver et à sauvegarder la territorialité de notre pays. Ils continuent de le faire, c'est le lieu de leur reconnaître. On a entendu dire qu'elles ont abandonné le terrain de la lutte contre le terrorisme pour s'emparer du pouvoir. Cela n'est pas exact. Sur la sécurité, nous avons consacré l'ensemble de notre énergie pour protéger les citoyens nigériens et tous ceux qui y vivent sur notre territoire. Le deuxième point, c'est sur la situation socio-économique, disons économique et financière. Là-dessus, nous avons focalisé nos efforts depuis pratiquement 3 semaines pour analyser cette situation qui est caractérisée par un endettement qui étouffe cette économie. Nous sommes aujourd'hui à un stock de dette estimé à 5 200 milliards de francs CFA. 5 200 milliards de francs CFA. 5 200 milliards de francs CFA. Il est composé de 3 200 milliards de dettes extérieures et de 1900, disons 2000 milliards de dettes intérieures. En 2000, il y avait un stock de 1100 milliards de dettes extérieures en 2000. Et la dette intérieure était évaluée à 295 milliards. À la fin de 2010, le stock de dette extérieure était évalué à moins de 300 milliards. Et la dette intérieure, le 18 février 2010, était de moins de 2 milliards de nos francs. Nous avons un service de la dette, c'est-à-dire le montant à payer au titre d'une année, qui est évalué à 858 milliards de nos francs, dont 184 milliards de dettes extérieures et 673 milliards de dettes intérieures. Le service de la dette, c'est le montant à payer au titre d'une année. La masse salariale payée entre janvier et juillet s'établit à 266 milliards,2. Les ressources internes mobilisées par les régies financières se situent à fin juillet à 524 milliards. Les dépenses de biens et services effectuées se chiffrent à fin juillet à 66 milliards. C'est pour dire, pour ne pas rentrer trop dans les détails, les 2 mois, fin juillet et août, nous avons, par le biais de l'effort de mobilisation des ressources internes, assuré le paiement des salaires de la fonction publique et les salaires des forces de défense et de sécurité. Vous voyez bien, malgré l'embargo, je suis sûr que vous reviendrez sur ces questions-là. C'est pour également dire que sur la question de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour, disons, avancer concernant la situation économique et financière, 2 choses. La première, c'est la loi de finances rectificative qui est en gestation pour intégrer les nouveaux besoins, faire partir tout ce qui est superfétatoire et évidemment, dans le même temps, préparer la loi de finances 2024. Donc c'est l'effort qui est en train d'être fait par les services du ministère de l'économie et des finances. Puis il y a un programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. C'est un programme qui va intégrer évidemment tous les besoins des Nigériens pour que nous puissions ensemble sortir de cette situation en tenant compte de l'embargo qui, vous le savez, est injuste, illégal, inhumain, inacceptable. Le troisième point important, c'est
La question de la rentrée scolaire, également là-dessus, toutes les dispositions sont prises pour que le gouvernement soit en mesure d'assurer une très bonne rentrée au niveau supérieur, au niveau secondaire et même au niveau universitaire. Comment continuer à approvisionner le Niger en produits divers malgré la fermeture des frontières? Aujourd'hui, nous en avons 2 qui sont plus ou moins fermés. Cela dénote de l'effort déployé par le gouvernement pour évidemment permettre qu'il y ait un approvisionnement. On ne va pas se laisser avoir. Même les frontières qui sont fermées, il y a des efforts pour amener ces pays à adoucir, si on peut se permettre l'expression. Sur l'axe Torodi-Niamey, vous avez dû apprendre que pour l'approvisionnement de notre pays en denrées de première nécessité, il y a plus de 500 camions qui ont pu arriver. Notre armée a pris toutes les dispositions pour assurer l'escorte. Et des efforts sont actuellement déployés pour sécuriser ce axe. Ne vous en faites pas. Nous croyons fermement qu'il faut avoir confiance en notre armée. Elle sera capable de compter. Qu'en est-il du paiement des salaires? Je l'ai déjà dit, nous sommes en train de payer les salaires. Je pense qu'il reste un petit bout d'ici à la fin de cette semaine. Nous allons le boucler. Comment faire en sorte que les sanctions de la CEDEAO contre le Niger soient levées? Les efforts que nous faisons, c'est pour évidemment arriver à faire lever ces embargos qui ne se justifient pas. Nous avons pris des mesures d'ordre juridique et judiciaire. Nous avons déposé une plainte, il faut quand même que vous le sachiez, auprès des 2 institutions de nos 2 organes communautaires, l'UEMOA et la CEDEAO. Je pense que je ne vais pas revenir là-dessus, vous le savez très bien. Aucun pays au monde n'a été sanctionné comme le nôtre l'a été ces dernières semaines. Ça ne se justifie pas qu'on empêche à un pays de disposer des médicaments. Ça ne se justifie pas qu'on empêche à un pays d'importer de la nourriture pour ses populations. Donc tout ça est en train d'être fait pour qu'on lève évidemment ces mesures. Nous sommes en train également, par un moyen ou par un autre, légaux, de mobiliser les ressources pour faire face à cela. Ce sont des défis qui se posent à nous. Nous sommes déterminés à aller de l'avant. Quelles sont les mesures prises pour atténuer les impacts des sanctions de la CEDEAO sur le Niger? Sur les mesures pour atténuer effectivement cela, le ministre en charge du commerce a été instruit pour s'assurer de la disponibilité de toutes les denrées alimentaires de première nécessité. Et il est prévu d'ailleurs l'opération de vente à prix modéré et peut-être dans les zones où cela s'exige, que la distribution soit gratuite. Que pensez-vous du retour éventuel de Hama Amadou au Niger? C'est une bonne chose. Hama Amadou est l'un des plus grands hommes politiques appartenant au personnel politique nigérien. Il est nigérien, c'est tout à fait normal qu'il revienne dans son pays. Et au-delà de M. Amadou, le gouvernement a été instruit par le chef de l'État pour que des mesures soient prises de manière à décrisper la situation, que tous les prisonniers politiques soient élargis. Et pour nous, c'est une excellente chose que M. Hama revienne. À titre personnel, je l'ai connu, il a été mon Premier ministre et donc il participera à l'effort de mobilisation de toutes les énergies pour que le développement de notre pays soit conforté. Où en est-on par rapport au dialogue inclusif décidé par le CNSP? Le dialogue inclusif national, c'est justement un des aspects institutionnels. Le chef de l'État a instruit, j'ai moi-même instruit le ministre d'État en charge de l'Intérieur qui a envoyé un courrier dans toutes les régions. Toutes les régions vont se regrouper pour que très rapidement, les Nigériens se retrouvent à Niamey pour discuter de toutes les questions qui intéressent notre nation, parce qu'il s'agit de refonder notre pays, de refonder notre nation. Ce n'est pas des vains mots. La détermination, elle est sans faille. De ce point de vue, il faut croire que tout le monde prendra part à cela. À quand la fin de la coupure d'électricité par le Nigeria? C'est vraiment dommage que notre grand voisin, pays ami, le Nigeria, s'associe à cette entreprise de démolition. Ça me permet de faire le lien avec la question des va-et-vient, vous avez dû le voir,
des délégations qui viennent. Nous-mêmes, nous en avons envoyé une. Je pense que les discussions avancent. Elles avancent dans le bon sens. Parce que tout le monde est convaincu que ce n'est pas normal d'isoler un pays comme le Niger. Et je pense que très bientôt, cette question sera résolue. L'électricité, il vous souviendra que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de l'époque de Jori Amani, paix à son âme, entre les deux pays. C'est un accord qui a été trouvé et qui est géré par, à l'époque, ce qu'on appelle la Commission mixte nigéro-nigérienne de coopération. Il s'agissait de procéder à la production de l'énergie, à son transport vers le Niger, mais aussi à sa distribution. Aujourd'hui, on sait que c'est un aspect purement commercial entre les deux pays, entre deux sociétés. Le Niger achète cette production, paye. Et il n'est pas normal, évidemment, qu'on coupe. Je vous raconte une anecdote. Le représentant de la CEDEAO ici, le country manager, est venu chez moi. Je lui ai demandé de venir. À peine arrivé, il y a eu la coupure d'électricité. Et je demandais qu'on mette en marche mon petit groupe électrogène. Et je lui ai dit, vous avez vu, la plupart des membres du gouvernement et la plupart des Nigériens, chacun a son petit groupe. Vous avez coupé l'électricité, ce n'est pas nous que vous pénalisez. Vous pénalisez le boutiquier du coin, la femme qui a son petit commerce, qui conserve son poisson, les pharmacies, etc. Donc c'est pour dire que ce n'est pas acceptable. Et je pense que l'essentiel des Nigériens aujourd'hui comprennent la nécessité d'aller vite vers la levée de cette mesure-là. Que pensez-vous du plan de sortie de crise proposé par l'Algérie? Le plan algérien, je pense que ça participe de l'effort fait par un certain nombre de nos pays, de nos frères, des pays voisins. J'ai reçu il y a 2 heures de temps à peu près l'ambassadeur d'Algérie. Je l'ai assuré que cette proposition qu'il fait sera évidemment examinée en temps opportun. À quand le départ des forces françaises du Niger? Le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui leur permettent d'être sur notre territoire. Elles sont dans une position d'illégalité. Et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays. En ce qui concerne l'ambassadeur, je pense qu'il n'y a rien à faire. Il n'a pas eu le comportement adéquat en tant que diplomate. Moi-même, j'ai demandé à un moment donné pour préserver les relations entre États. La France est un pays avec lequel nous avions toujours développé des relations de coopération. Dans ce cadre, j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères ici d'envoyer un message officiel pour l'inviter à venir échanger avec nous, voir dans quelle mesure on pourrait procéder à un règlement, des escalades, comme on le dit. Il a refusé de le faire. En face, c'est un comportement de mépris et cela n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. Donc les mesures qui doivent être prises à l'égard d'un diplomate qui manque au devoir de sa charge, toutes ces mesures ont été prises et nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable quitte notre pays le plus rapidement possible. Les ministères seront-ils audités? Oui, les instructions ont été données pour que très rapidement on puisse faire le point de la gestion, pas pour faire une chasse aux sorcières. C'est tout à fait normal qu'on sache évidemment qu'est-ce qui a été fait de l'usage des ressources publiques. Et là-dessus, vous pouvez compter sur nous avec la détermination qui nous anime pour qu'on puisse évidemment savoir qu'est-ce qui a été fait, comment arranger les choses, comment faire en sorte qu'on respecte, disons, toutes les procédures, notamment des dépenses publiques et tout ce qui s'ensuit de bonne gouvernance. Excellence. Tous les dossiers qui ont été faits, toutes les inspections ou des rapports d'inspection ou des rapports des audits de la Cour des comptes seront transmis à des juges pour qu'ils puissent les examiner tout en assurant la possibilité aux personnes concernées d'exercer leur droit de contradiction. Vous pouvez compter sur nous, personne ne sera lésé de ce point de vue. Mais nous ferons... Mais écoutez, nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de le faire. Rassurez-vous. Nous sommes là pour répondre à ces préoccupations que vous exprimez. Parce que, voyez-vous, le gouvernement avec à sa tête le général Tchiani
c'est que nous n'avons on n'a pas le droit à l'erreur, surtout lorsqu'il s'agit de protéger les biens publics, surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, surtout lorsqu'il s'agit de travailler au recouvrement de la souveraineté de notre pays. Ça, on ne va pas faiblir pour cela. Donc, rassurez-vous de ce point de vue. Est-ce que c'est à la demande du CNSP que les manifestants portent le drapeau russe? Écoutez, même en Europe, quand il y a des manifestations, on a vu des gens porter les drapeaux qu'ils souhaitent porter. Sachez que j'ai assisté à une réunion où le chef de l'État a donné des instructions claires à tous les ministres pour sensibiliser les Nigériens de manière à ce que tous les Nigériens dans une manifestation portent le drapeau du Niger, pas le drapeau de quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il faut raison garder. Quand est-ce que le dialogue va-t-il commencer avec la CEDEAO? La CEDEAO, pour qu'on enclenche un processus de dialogue, a posé 3 conditions. La première, il faudrait qu'on fasse preuve d'ouverture, de disponibilité pour que les échanges se fassent. La deuxième, ils voulaient voir l'ancien président parce que je suppose que vous venez d'Occident. En Occident, on a dit que l'ancien président est dans une cave, il est malade, etc. Ils ont posé comme condition qu'il fallait qu'ils aient accès à lui. Et la troisième condition, ça répond à ce que vous dites, il fallait avoir une idée de la période que prendra la transition. Sur cette question, le chef de l'État l'a dit au cours de son adresse à la nation, qu'il demande aux Nigériens qui vont se retrouver de travailler sur une période qui ne saurait excéder 3 années. Il n'a jamais dit 3 ans, il faut faire 3 ans. C'est un plafond qui a été indiqué. Et tout le monde sait que, par tradition, on connaît le nombre de transitions qu'il y a eu au pays. Je pense qu'à l'intérieur de ça, les Nigériens décideront, pas quelqu'un d'autre. Nous poursuivons les échanges et nous avons espoir que sous la houlette justement d'un certain nombre de bonnes volontés, nous allons très rapidement parvenir à nous entendre pour que le Niger, qui n'a pas cherché à être sanctionné, parce que qu'est-ce qui est reproché à la CEDEAO? Ça a été dans la précipitation la prise de ces mesures. Il aurait fallu suivre un certain nombre. Je pense que vous avez, en tant que journaliste, vous avez dû lire le traité de la CEDEAO. Nulle part il n'est prévu, évidemment, toutes ces mesures de fermeture de frontières, de coupure d'électricité, empêcher que des médicaments arrivent dans un pays et même menacer d'attaquer militairement un pays. Nulle part, nulle part. Vous pouvez regarder dans tous les traités et tous les textes subséquents. C'est pour cela que, quelque part, nous-mêmes nous comprenons qu'il soit nécessaire que les échanges ne soient pas interrompus. Nous avons reçu à 4 reprises des délégations, nous-mêmes nous avons effectué un déplacement et nous avons bon espoir dans quelques jours de parvenir très rapidement à une entente pour que toutes ces mesures soient levées. Que pensez-vous de l'éventualité d'une intervention militaire au Niger envisagée par la CEDEAO? En tant que gouvernement responsable, on s'attend à tout moment à ce que le pays soit attaqué et c'est ce qui est dommage. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions nous défendre. Il faudrait que vous le sachiez. Je dis bien toutes les dispositions. Et ce serait une guerre injuste si on décidait de nous attaquer. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails dans la mesure où nous sommes en pourparlers pour que la raison soit entendue. Pour que la raison, bien entendu, soit de mise, de manière à ce que ces pays qui poussent, vous le savez bien, il y a une quinzaine de membres de cette institution communautaire. Vous avez peut-être 3 ou 4 pays qui appellent à cela. Mais nous sommes déterminés à nous défendre si jamais il y a une attaque. Et on ne parle pas au hasard. Qu'est-ce qui explique le surendettement du Niger? La dette du Niger est composée de 3 compartiments. La dette multilatérale, qui est due à toutes les institutions multilatérales, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, etc., etc. Le deuxième compartiment, c'est la dette bilatérale, qui est due à un certain nombre de pays qui sont membres du Club de Paris, au nombre de 5 pour le Niger. Et le troisième compartiment, la dette bilatérale des pays appelés non membres du Club de Paris.
On retrouve en général les pays arabes. En 2004, nous avons atteint ce qu'on appelle le point d'achèvement, tout le processus qui a permis d'obtenir une annulation de la quasi-totalité de ce qui est dû aux pays membres du Club de Paris. Il y en avait 5. Il y avait la France, il y avait les États-Unis, il y avait l'Espagne, le Japon et puis l'Angleterre. Pour mémoire, tout ce que la France avait avancé au Niger au travers de ce qu'on a appelé la Caisse française de coopération qui est devenue l'AFD, ces emprunts ont permis de financer l'acquisition de toutes les infrastructures, de la Nigélec, de l'OPT à l'époque. Toutes les antennes que vous voyez à l'époque, à tous les 70 km de Niamey jusqu'à Difa, ça a été justement financé par un emprunt de ce type. La Grande-Bretagne, c'était des emprunts qui ont servi à acheter les Fokker F-24 de l'ancienne Air Niger. Les Japonais ont accepté, nous ont avancé des prêts qui ont permis d'acquérir du matériel pour des institutions comme l'ONAHA, comme la SNTN, etc. L'Espagne, c'est des prêts qui ont servi à construire la maternité Gazobi, celle de Zander, etc. Alors, tous ces pays, les États-Unis, c'est ce qui a permis d'acquérir les 230 qu'on avait, plus le Boeing. Donc tout ça avait été négocié et nous avions obtenu l'annulation de la totalité de ce qui était dû. La dette commerciale, elle a été discutée au Club de Londres à la fin des années 90. Ce sont des dettes qui ont été contractées auprès des institutions commerciales, bancaires. Vous avez vu la route qui quitte l'hôpital pour aller vers El Nasser. Ce sont des routes qui ont été construites sur des emprunts commerciaux, etc. Ça également, le pays a pu obtenir l'annulation de la quasi-totalité de ce type de dette. Il ne nous restait à la fin de 2010 que des prêts issus de la dette multilatérale. Alors, quand on regarde à partir de cette période à ce jour, il y a eu, ça c'est le choix du gouvernement qui était en place, une sorte de réendettement. Aujourd'hui, on se retrouve quasiment avec le triple de ce qu'on avait, sinon le quadruple de ce qu'on avait en 2010. Ce que j'ai donné comme instruction au ministre ici assis, c'est évidemment très rapidement de procéder à une évaluation stricte et à une renégociation de cette dette. Est-ce que nous allons continuer à honorer les services de la dette dans une situation de suspension de coopération si les ressources que nous mobilisons nous permettent de faire face aux dépenses de souveraineté, c'est-à-dire les salaires, c'est-à-dire les dépenses de sécurité, c'est-à-dire les bourses, etc. S'il y a un reliquat, il n'y a rien qui empêcherait à ce qu'on honore. Le Nigérien n'aime pas qu'on le traite d'incapable. Nous ferons en sorte de payer ses dettes si les moyens nous le permettent. L'ancien président Mohamed Bazoum sera-t-il libéré conformément à la demande de la CEDEAO? Le président Tanja, paix à son âme, après avoir quitté la Villa Verte, a été amené en prison. Personne n'a entendu la CEDEAO demander à ce qu'il soit libéré. Personne n'a entendu aucun pays s'appesantir sur le cas de cet homme. Est-il vrai que la gestion du pétrole est à la base du coup d'État? Il y a des raisons. Le chef de l'État l'a dit dans son adresse à la nation. Il a expliqué que notre pays était en danger. Ce n'est pas exact de considérer que c'est pour des questions personnelles ou une histoire de pétrole qui était à l'origine de cela. Notre pays était vraiment menacé, il faut le croire. Il faut le croire. On était au bord de l'éclatement. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et nous faisons tout pour que ce pays, qui est reconnu pour son partage de solidarité, de paix, le Nigérien est reconnu comme quelqu'un de paisible. Vous le savez pertinemment, autant que moi, que le Nigérien n'a jamais été celui qui provoque. Notre pays n'a jamais provoqué personne. Vous pouvez prendre du premier chef de l'État jusqu'au dernier. Si vous voulez, on peut faire l'exercice. Le président Djori Hamani, paix à son âme, était à l'origine de l'initiative de la création de la francophonie. C'est une institution
pour rassembler les gens. Pour rassembler des gens qui ne se ressemblent pas mais qui s'assemblent. Pour travailler sur la solidarité et le partage. Il a été à l'origine de la signature de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'UEMOA, le président Djori. Le président Djori a fait deux choses en ce qui concerne le Nigeria voisin. D'abord, il a refusé qu'on passe par le Niger pour armer ceux qui étaient les pourfendeurs de la fédération de ce grand pays voisin, frère et ami. La deuxième chose qu'il a eu à faire, il a apporté son soutien pour permettre aux Nigérians d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la fédération du Nigeria. Voilà ce que Djori a fait. Le président Kounché, paix à son âme, c'est le grand militant de la CEDEAO, contrairement à ce qu'on peut penser. Il a été avec Eyadema, paix à son âme, les deux chefs d'État qui ont travaillé avec les Maliens, il faut le dire, qui ont permis à ce que la CEDEAO soit ce qu'elle soit aujourd'hui. Le président Kounché a été appelé dans le système des Nations Unies, dans ce qu'on appelle le groupe de contact, il faut vous en souvenir, sur la question Iran-Irak, sur le conflit, sur le conflit tchadien, on l'a vu là-dessus, sur l'OCI, sur l'OUA. Ça s'est traduit d'ailleurs par la désignation de nos deux illustres compatriotes, paix à son âme, Idé Oumarou, qui était à l'OUA, et Hamid Al-Gabid, qui a dirigé l'OCI. Ça, c'était le président Kounché. Le général Ali Seibou, qui lui a succédé, tout le monde a vu ce qu'il a fait pour assurer la stabilité de ce pays, décrisper l'atmosphère au pays, faire en sorte que nous ayons les meilleures relations possibles avec l'ensemble de nos voisins. Tout le monde se souvient de Ali Seibou. Mahaman Ousmane, qui est l'homme de paix. Tout le monde connaît Mahaman Ousmane. Vous avez bien vu ce qui s'est passé aux dernières élections. Les gens voulaient l'amener à protester, il a appelé les gens au calme. Vous avez vu ce qu'il a fait comme annonce pour demander que la CEDEAO lève toutes ces mesures qui frappent injustement notre pays. Le président Ousmane, si je parle du général Barré, le président Barré, souvenez-vous que deux pays qui étaient sous le coup des embargos de la communauté internationale, notamment le Nigeria, sous Abacha, le président Barré n'a jamais arrêté de tendre la main, d'aller au Nigeria, de faire en sorte que le Nigeria puisse s'approvisionner en passant par notre pays. Il est allé en Libye. C'est le premier qui a bravé l'embargo qui frappait la Libye. Il faut vous en souvenir. Si je parle du président Tanja, je l'ai dit tout à l'heure, le président Tanja, en ce qui concerne la CEDEAO, pendant 3 ans, ses pairs, chefs d'État, lui ont fait la confiance de diriger cette institution 3 années durant, en même temps que l'UEMOA et la SINSAD en même temps. À la CEDEAO, vous vous souvenez ce qui s'est passé, la crise togolaise. Tout le monde se souvient comment il s'est interposé pour que le Togo ne soit pas sanctionné à la mort du président Eyadema. À l'UEMOA, c'est le premier président qui a fait le tour de l'ensemble des pays de l'UEMOA. Vous vous souvenez de cette question qui anime les présidents nigériens sur la dimension fondamentale de l'intégration. C'est le premier président qui a proposé qu'on crée les conditions pour que les tracasseries au niveau des frontières ne soient que des vains souvenirs. On se souvient quand on a fait le tour de tous les 7 pays de l'UEMOA, il avait proposé l'acquisition des véhicules sur lesquels c'est écrit « circulation des personnes et des biens ». On a créé des brigades, des postes frontaliers juxtaposés, et ces brigades-là font le tour pour empêcher qu'il y ait des tracasseries au niveau des frontières. Donc c'est ce sentiment de voir la solidarité, l'intégration de nos pays. Quand au nom de la SINSAD, il y a eu le coup d'État en RCA. Personne ne voulait aller en RCA. On se souvient que le président Patassé était à une réunion de la SINSAD ici, lorsqu'il a été déposé par le président Bozizé. Personne ne voulait les approcher. Nous avons été les premiers à nous rendre en RCA. J'étais dans cette délégation derrière le président Tanja, qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas éclatement de ce pays.
nous avons proposé que toutes les parties s'asseyent pour trouver une solution pour leur pays. Le président Issoufou a été champion de la ZLECAf. Vous êtes témoin de tout ça. Donc c'est pour dire, oui, j'en parle parce qu'il faut reconnaître à chacun, c'est l'histoire. C'est pour revenir au chef d'État qui demande à ce qu'on nous attaque. C'est pour dire que le Niger a eu des hommes qui n'ont jamais appelé à attaquer un autre pays. Donc je voudrais quand même vous rassurer de ce que aujourd'hui le président Tchani, le chef de l'État, est l'un des officiers de notre pays. Vous ne le peut-être connaissez pas. Le moment viendra où vous le connaîtrez davantage. J'ai eu confiance en lui parce que j'ai vu en lui un homme décidé à soutenir son pays, à mener des actions qui vont dans le sens des intérêts de notre pays. Il faudra que vous le sachiez. Ces officiers ont travaillé avant cette date pour sécuriser notre territoire. Dans le lac, il ne faut pas l'oublier. Dans le désert, il ne faut pas l'oublier. Y compris Jubo Salou. Donc, il faut être fier de ce qui se passe chez nous. Le Nigérien n'ira jamais dire de frapper un autre pays, mais si on nous attaque, nous nous défendrons. Donc voilà, pardonnez-moi d'avoir été long là-dessus. Il est évident que les pays qui nous visent, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que nous leur avons apporté, mais il est évident que nous allons nous défendre. À quand la reprise des travaux du barrage de Kandaji? Nous avons reçu l'ambassadeur de Chine qui nous a assuré que toutes les dispositions de sécurité sont prises pour que les travaux soient relancés. Donc il n'y a rien qui empêche à ce que les travaux du barrage de Kandaji se poursuivent. Pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger se rapprochent davantage maintenant? Je pense que c'est faire injustice à nos pays de croire qu'on n'a pas le droit de se parler. Le Mali et le Burkina, nous sommes trois pays du Liptako Gourma. Nous avons toujours été ensemble, toujours, de part et d'autre. Vous prenez toute la frontière avec le Burkina, les Peuls, les Germains, les Gourmantiers, les Touaregs, de part et d'autre vous les retrouvez. Le Mali, c'est la même chose. Les Peuls, les Touaregs, les Germains Soraï, de part et d'autre, nous sommes les mêmes. Et nous parlons entre nous. Vous avez vu le ministre des Affaires étrangères du Mali se rendre ici avec sa collègue du Burkina Faso, le ministre de l'économie et des finances du Mali, avec également son collègue du Burkina. Notre collègue, le ministre de l'économie, s'est rendu avec un certain nombre de ministres au Mali. Nous-mêmes, nous allons nous rendre là-bas. Donc, nous allons renforcer notre coopération. On est les mêmes. Merci.